Radio J, l'invité du rabbin. Gabriel Fary, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Lise. Et nous ne sommes pas seuls puisque nous avons un invité avec nous en studio et non des moindres, puisqu'il s'agit de Dominique Farrugia qui vient nous présenter son nouveau livre « Elle ne m'a jamais quitté », un récit paru chez Robert Laffont dans la collection Versio. Merci Lise. Dominique Farrugia, bonjour. Merci mille fois d'avoir accepté notre invitation. C'est un bonheur de vous recevoir sur Radio J, de pouvoir parler de ce livre avec vous. Vous êtes très très visible en ce moment, alors que vous êtes absolument invisible dans les médias habituellement. Vous êtes incontournable dans le monde médiatique, mais invisible. Et puis d'un seul coup, ce livre vous rend visible. Vous l'avez voulu, c'est vous qui l'avez voulu. J'ai décidé d'écrire ce livre pour... on me demandait depuis longtemps d'écrire quelque chose sur ma vie, ce que je trouvais peu intéressant. Et j'ai voulu parler de ma vie avec ma maladie, la sclérose en plaques, et aussi mon statut de personne à mobilité réduite et comment essayer d'améliorer aujourd'hui la vie d'un PMR ou d'une PMR dans une ville. Voilà, ça me tient à cœur. À mobilité réduite. Parce que finalement, on se familiarise dans votre livre avec des initiales, des sigles, PMR, personne à mobilité réduite, CEP, pour la sclérose en plaques. Exactement. Donc on ne connaissait pas obligatoirement habituellement, si ce n'est sur les panneaux dans la rue réservés aux PMR, mais on ne sait pas si c'est au Premier ministre ou aux personnes à mobilité réduite. Bon, maintenant on sait que c'est personnes à mobilité réduite. Vous vivez avec cette sclérose en plaques depuis une trentaine d'années. C'est pas une émission médicale. Aujourd'hui, il y en a une très bonne sur Radio J. C'est quoi la sclérose en plaques? C'est compliqué. C'est une attaque de la myéline. Pour faire court, la moelle épinière et tout un tas de fils qui conduisent nos actions du cerveau jusqu'à nos membres sont entourés de myéline. C'est comme un fil électrique et sa gaine en plastique. Et cette gaine est attaquée, donc elle a des trous qui créent des courts-circuits. Donc ça peut toucher la vue, les membres supérieurs, les membres inférieurs. Moi, en l'occurrence, ça a touché beaucoup les membres inférieurs et ma jambe gauche particulièrement. C'est une maladie qui est le premier cas d'invalidité chez les moins de 25 ans après les accidents de la route. Ça touche à peu près 80 000 personnes en France, mais le handicap touche 12 millions de Français. On va y revenir. Et ce livre est aussi pour dire aux politiques, nous sommes une force, 12 millions de personnes. On peut bouger des choses et peut-être qu'à 12 millions, on pourra bouger des choses cette année. On en parlera un petit peu plus tard. J'ai fait mon calcul. Finalement, c'est peut-être plus que 12 millions. Parce qu'il faut considérer que les 12 millions sont accompagnés. Il y a ce qu'on appelle des aidants, souvent, et puis il y a les familles qui sont auprès de ces personnes-là. Et finalement, lorsque l'on regarde l'ensemble de la population française, ces 12 millions, je sais pas, il y a une personne sur deux qui, de près ou de loin, est confrontée à la question du handicap. Tout commence il y a une petite trentaine d'années. Vous êtes voilà, déjà propulsé par Les Nuls, que vous avez créé, une belle bande de 4 que tout le monde aime, que les jeunes redécouvrent aujourd'hui. C'est ce qui est assez formidable du reste. On a l'impression que ça pourrait être daté, ça ne l'est pas du tout. Et puis, votre ami, Bruno Carrette, décède très jeune, prématurément. 33 ans. 33 ans. Vous avez dit que vous n'imaginiez pas que l'on puisse partir si jeune. Probablement, c'est une spéculation, dites-vous, parce qu'il faut qu'il y ait un élément déclencheur. Cette émotion, ce stress généré par son départ vous a à ce point bouleversé, affecté, que ça a pu, au fond, révéler cette sclérose en plaques, ou oui, en tout cas la déclencher, oui. C'est une piste. C'est une piste. Rétrospectivement, en écrivant ce livre, je me suis aperçu que le début de ma sclérose en plaques, correspond à la mort de Bruno. Et on parle parfois d'un stress fort qui pourrait déclencher en nous cette maladie qu'on a ou qu'on aurait. Auto-immune. Voilà. Alors, ça dont marche. on peut dire quand même, parce qu'on va y venir, hein, votre livre est aussi plein de joie, d'espérance,
drôle par moment. Enfin, il vous ressemble, quoi. C'est un livre qui vous ressemble. C'est pas une maladie mortelle. Alors, Non pas pour l'amoindrir. Hein, ça n'est pas une maladie mortelle, mais c'est une maladie qui peut vous emmener de la marche à la canne, de la canne au fauteuil et du fauteuil au lit. Voilà. Et on peut vivre avec, mais on vit de plus en plus difficilement. Plus on vieillit, plus on vit difficilement avec. Moi, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu la chance de l'apprendre quand j'avais 29 ans, donc ça fera 30 ans là. Et de ne pas avoir de réseaux sociaux et de ne pas avoir Internet. Donc, je n'ai pas vu tout de suite quelle était la difficulté de cette maladie. Donc, je l'ai vécu un peu comme ça. Je l'ai beaucoup nié, cette maladie. En la niant, j'ai continué à travailler, à faire ce que j'avais à faire. Et elle m'a permis de me battre encore plus pour essayer d'y arriver. Vous êtes, il faut le dire, pour que les auditeurs le comprennent, un bourreau de travail. Un bourreau de travail. Vous travaillez, parce qu'il y a une chose que vous avez occultée tout à l'heure en décrivant un petit peu la maladie, c'est la fatigue. Et la fatigue qui s'invite sans trop l'attendre, qui peut être chronique et compliquée. Et pourtant, j'ai eu quelques indiscrétions. Je vous sais le premier à votre poste de travail le matin. Particulièrement, le matin, c'est difficile. Le soir, c'est plus facile. Non, mais j'ai des moments de fatigue comme tout le monde. Comme tous ceux qui sont touchés par cette maladie. Le travail, c'est ma vie, donc j'essaye de le faire le mieux possible et d'aller tous les jours au travail. Dans ce bouquin, je cite une amie psy qui m'a dit il y a 2 manières de traiter ta maladie. En ami, tu restes au lit, tu te plains. En ennemi, tu te lèves tous les matins et tu te bats. Voilà, c'est ce que j'ai essayé de faire. Ça a été une sorte de mantra. Je me suis appliqué ce mantra. Il y a des matins où j'y arrive pas, mais bon, voilà, ça m'a jamais empêché de réfléchir. Et on ne vous demandera pas si ce matin vous y êtes arrivé. Vous êtes là. Oui, non, mais et on ne sait pas l'effort que ça a pu représenter ou pas. Mais vous connaissant aussi un tout petit peu, je sais que vous ne vous plaignez absolument jamais et que ça ne fait pas partie, ça, de vos dispositions d'esprit que de se plaindre. Et c'est peut-être là un message qui est juste formidable pour beaucoup. Oui, mais enfin, moi, je me plains à la maison. Je me plains. Voilà, on n'y est pas à la maison. Voilà, vous n'êtes pas à la maison. Je passe ma vie à me plaindre. Oui. Et je fais chier tout le monde. 2018, il s'est passé quelque chose d'important. Il y a eu plein d'étapes dans votre existence. Les étapes, naturellement, on les a rappelées, elles sont professionnelles, elles sont personnelles. Professionnelles, c'est Les Nuls, c'est La Cité de la Peur, c'est la chaîne Comédie, producteur, réalisateur, scénariste. Il manquait écrivain, chanteur peut-être un jour, je ne sais pas si ça viendra. Non, chanteur, bon, non. Il manquait écrivain. Bon, là maintenant c'est parti. Il y aura probablement d'autres livres à venir. 2018, vous êtes à Beverly Hills. Je sais par ailleurs que vous adorez Los Angeles. C'est une ville que vous aimez profondément, que vous n'aimez plus maintenant. Vous le dites dans votre livre, on va y revenir. Mais je vous cite juste cela. J'aimerais juste vous lire un instant. Je suis toujours au sol et sans bas de pyjama. Vous venez de chuter. C'est la première fois que vous chutez et que vous avez, vous l'avez dit avec pas mal d'humour, une blessure de footballeur. Bon, on sait que vous ne l'êtes pas, mais vous avez une blessure de footballeur en remettant mon bas de pyjama. En remettant un bas de pyjama dans une situation un peu humiliante. On va revenir sur l'humiliation dans un instant. Je suis toujours au sol et sans bas de pyjama, sans slip non plus. Quand ils entrent, c'est les personnes de l'hôtel que vous arrivez péniblement à appeler, mais je n'en fais pas cas. Et c'est là que je voulais en venir. L'humiliation est courante pour moi. Elle est même plus que courante. Elle est quasiment tout le temps là depuis que je suis malade. Et il n'y a aucune parade contre cela. Alors je fais avec. Moi je vais vous dire, Dominique Farrugia, cette phrase-là m'a absolument bouleversé. On a eu à se croiser quelques fois. Le fait que vous parliez d'humiliation et d'une humiliation qui est constante et que vous vivez comme telle est quelque chose qui me bouleverse. Vous vivez comme cela, vraiment, avec ce sentiment d'humiliation? L'humiliation, elle est où? Elle est de tomber, oui, d'être ramassé par des gens. C'est humiliant. C'est le regard des gens, vous dites aussi, oui, dans la rue. Oui, le regard. Il y a toujours un regard étrange sur quelqu'un qui va se balader avec une chaise roulante. Vous parlez de cette date qui est importante pour moi. Pourquoi cette date est importante? Avant, j'avais une petite... comment dire? J'arrivais à marcher une quinzaine de mètres. Vous m'avez vu marcher. Voilà, je marchais avec 2 béquilles et ça se passait plutôt pas mal. Et
cette chute, une de plus, m'a un peu cloué dans la chaise. Donc voilà, dans le fauteuil roulant, pardon. Donc, j'en veux à personne. L'humiliation, elle est quoi? Elle est que vous tombez, il faut qu'on vous ramasse parce que vous ne pouvez pas vous ramasser tout seul. Bon, là, j'ai maigri quand même, donc j'arrive à me relever avec ma famille. Avant, j'étais obligé d'appeler les pompiers. Quand vous tombez, vous ne savez pas où vous tombez. Vous allez pouvoir tomber aux toilettes, vous allez tomber c'est des moments où, lorsque vous êtes aux toilettes, le pantalon baissé et qu'on doit vous Aucun ramasser... signe ne laisse prévoir la chute. Non, aucun. C'est juste une jambe qui se dérobe, vous glissez. Ce sont des moments un peu compliqués. Et ce que je veux dire par là, c'est que vous passez dessus et vous avancez. Si à chaque fois que cette humiliation, entre guillemets, arrive et que vous vous arrêtez, votre vie est foutue. Donc, il faut continuer à avancer. C'est ce que j'essaie de dire à longueur de temps. On s'est connus avant 2018. Et avant 2018, vous me parliez de Los Angeles comme la ville de tous les possibles. Pour un producteur, un réalisateur, naturellement, c'est le Graal absolu. C'est là où tout se fait. Vous y avez vos entrées, vous y êtes reconnu, vous y avez des amitiés profondes là-bas. Et à la suite de cet événement de 2018, vous dites dans votre livre, je ne suis plus jamais retourné à Los Angeles, mais pire encore, j'ai enterré cette ville dans le même tombeau que mon autonomie. Alors j'ai envie de dire pour l'instant. Ah, ben voilà. Voilà, mais lorsque j'écrivais... En général, un enterrement a un côté un petit peu définitif. Hein. Lorsque j'écrivais, oui. J'étais obligé de le dire car je n'avais pas encore la perspective de peut-être me relever un jour. Et puis aussi d'avoir compris que peut-être qu'en me battant un tout petit peu plus, je pourrais retrouver un tout petit peu d'autonomie, ce que je fais en essayant de faire du sport toutes les semaines, ça s'appelle de l'activité physique adaptée, et de me redire que j'aurais justement ces quelques mètres qui m'emmènent aux toilettes, qui me servent par exemple de mon siège dans l'avion, des toilettes. C'est des petits trucs cons hein, qui font que j'étais en train de l'enterrer. Pourquoi je l'enterrais? Parce que je me dis, si tu arrives à remarcher un jour, peut-être que tu pourras retourner à Los Angeles. Pour l'instant, passer 10 heures dans un avion... Vous sembliez enterrer la ville tant aimée parce qu'elle était symbole du début d'une perte d'autonomie, finalement. À ce moment-là, en tout cas. À ce moment-là, certes. Avant la perte de poids. Mais en même temps, ce que j'explique dans le livre, c'est que j'ai besoin d'une autonomie pour voyager. J'ai envie de voyager, continuer à voyager seul pour le boulot comme je faisais avant. Et ça, pour l'instant, c'est impossible. Et pourtant, et ça fait partie d'une certaine forme d'humiliation en même temps, certains vous font remarquer que vous êtes presque un handicapé hyper privilégié. Hein, là, vous avez une chance incroyable. Mais vous êtes privilégié. Mais je suis privilégié. Je le suis. Vous le ressentez vraiment comme ça? Bien sûr, bien sûr. Il n'y a pas une forme de confraternité de toute personne qui se retrouve atteinte de cette maladie en chaise roulante? J'ai la chance d'avoir quelqu'un qui m'aide tous les jours. J'ai la chance d'avoir une famille autour de moi qui m'aide au quotidien. Vous avez la chance d'avoir une épouse, deux filles absolument remarquables. Ce livre, Elle ne m'a jamais quitté. Moi, j'avais pas compris. J'avais compris le titre. Vous savez, dans le judaïsme, on parle de pshat et de drash, c'est-à-dire le sens littéral et puis le sens plus profond. J'avais pas compris qu'il y avait deux grilles de lecture dans Elle ne m'a jamais quitté. C'est en lisant votre livre que j'ai compris. Vous parlez de votre épouse Isabelle. Vous êtes très pudique habituellement hein, sur votre... Enfin, vous l'êtes toujours sur votre vie de famille. Mais vous parlez d'Isabelle, avec qui vous êtes marié, avec qui vous avez eu deux formidables filles, et qui a toujours été à vos côtés. Vous avez pu craindre finalement qu'elle vous quitte à un moment face à ce handicap, parce que vous avez dit, j'avais pas signé pour ça. Au début, elle n'avait pas signé pour ça. Et puis j'ai compris ensuite, en vous lisant, que Elle ne m'a jamais quitté. Vous parlez aussi de la maladie. Je parle surtout de la maladie. C'est surtout de la maladie. Et ce titre était pour moi important, car justement, comme je le disais auparavant, cette maladie, elle ne vous oublie jamais. Cette maladie, dès que vous n'y pensez plus, elle se rappelle à vous. Et c'est ça qui est le plus terrible. On va peut-être s'arrêter là pour cette première émission, Gabriel Fary. Dominique Farrugia, on vous retrouve pour une prochaine émission sur Radio J. Je le rappelle, Dominique Farrugia, Elle ne m'a jamais quitté, un récit paru chez Robert Laffont.